Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bonsoir chers amis, qu'est-ce que ça m'a manqué ça de vous retrouver en direct sur Radio M. Oui, je suis de retour, mais exceptionnellement ce mercredi. Voilà, Khaled Drani a bien voulu me permettre de reprendre mes marques l'espace d'une soirée. Merci de nous retrouver, de nous accompagner jusqu'au bout. C'est votre moment du Café Presse. On va dérouler ensemble l'actualité ce soir. Avec nous ce soir, Kamel Mansari, directeur de publication de Jeunes Indépendants. Bonsoir Kamel. Bonsoir, Souida. Il y a Al-Qadi Hassan, directeur de publication de Maghreb Émergent et d'Interface Média. Bonsoir. Et puis, il y a aussi Abed Sharif. Bonsoir. L'incontournable Abed Sharif, journaliste, auteur de nombreux ouvrages. Merci d'être là, Abed. Merci, messieurs, de nous accompagner. On va faire comme d'habitude. Je vais reprendre petit à petit mes marques avec vous. Ce qui vous a marqué cette semaine. Abed, je vais peut-être commencer par toi. En un mot, une image, une déclaration. L'image de la semaine, peut-être, ça sera pour moi l'image de l'année, c'est le déferlement de haine raciste sur les réseaux sociaux. C'est tellement dégoûtant que j'ai envie de dire aux Africains qui sont en Algérie, excusez-nous. لا تؤاخذنا ربنا لا تؤاخذنا بما فعله سفهاؤنا. Voilà. Je crois qu'on l'a suffisamment fait, ou pas assez peut-être sur les réseaux sociaux, on a bien compris que... J'ai réagi à ça et j'ai dit que le racisme, à l'origine, c'est de la mauvaise éducation. Un raciste est un mal élevé. Partout dans le monde, être raciste, c'est avant tout être mal élevé. C'est une question d'éducation. Et là, arriver à se comporter à l'égard de ces réfugiés, il faut se rappeler qu'on a été réfugiés nous aussi. À un moment donné de l'histoire, il y a eu un parcours de notre vie, les Algériens, on a été réfugiés. On a été en Tunisie, on a été au Maroc. À un moment donné, on n'avait plus, il fallait quitter le pays, ces gens-là aussi, quel que soit le drame. Donc se comporter ou bien faire des reportages haineux comme ça contre une population vulnérable qui n'a pas choisi son destin. Ils auraient aimé rester chez eux. Bien sûr. C'est ça, donc. Bien sûr. Mais les gens, je suis d'accord avec Babet, c'est une bonne image. En tout cas, les Algériens ont bien réagi. Moi, je trouve que les Algériens ont bien réagi. Oui. Alors, mon image de la semaine, c'est lié à la fin du mois de Ramadan. J'ai fait un peu le tour de quelques restaurants où on fait du bénévolat. Et je voulais dire, en fait, c'est un pays complexe. On est un peuple très très complexe, capable du pire et du meilleur, parce qu'il y a une énergie, il y a des jeunes qui se sont donnés tout le mois de Ramadan pour nourrir des gens en difficulté, etc. Et j'ai pu voir de près ce que ça représentait comme sacrifice, ne pas manger chez soi, manger debout au moment où on sert les autres, faire des tentes de vaisselle, etc. Beaucoup d'Africains en profitent aussi, oui. Effectivement. Et moi, c'est cette partie-là de l'Algérie que j'ai envie de saluer à la fin du mois de Ramadan. Très bien. Alors, au menu aujourd'hui, on va revenir, vous savez bien, sur cette actualité qui s'est déroulée hier soir, le plan d'action du gouvernement qui a été présenté par le Majid Tebboune, nouvellement aux commandes. Ça s'est passé hier soir. Il y a des choses à dire à ce sujet dans cette première partie, et puis ensuite on parlera en seconde partie de l'actualité internationale et précisément de l'Arabie Saoudite notamment. Alors, ce plan d'action du gouvernement pour la mise en œuvre du programme du président de la République, c'est comme ça qu'il est écrit, que le texte le mentionne, c'est comme ça qu'il est présenté. Ça m'interpelle déjà, l'énoncé m'interpelle déjà. C'est un problème, c'est parce que effectivement, on peut pas se référer au programme du président de la République. Quand il a été écrit, il correspond pas à ce qu'il y a aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une manière de maintenir le président de la République dans le jeu politique.
c'est une manière de dire que c'est une majorité présidentielle, mais concrètement, il n'y a pas un programme du président de la République où il est question d'ajustement, comme il est question d'ajustement dans ce programme-là. Oui, parce que le programme de la présidente de la République à la dernière présidentielle, il a été concocté au printemps 2014, au mois de février, et il parlait de poursuivre ce qui se faisait avant, c'est-à-dire de la dépense publique, des infrastructures, promotion du secteur privé, certes, mais avec le contrôle de l'État, etc. Depuis, personne ne connaît un programme du président de la République qui dit autre chose. On se souvient même plus du programme du président de la République. Oui, c'est aussi une manière de constater cette boîte creuse qu'est la nouvelle Constitution, parce que la Constitution actuelle prévoit exactement ça. Elle ne donne pas au Premier ministre le droit d'avoir un programme. Le Premier ministre présente un plan d'action. Ce plan d'action, c'est une mise à exécution du programme du président de la République. Donc il y a une hiérarchie constitutionnelle qui est établie. Monsieur Tebboune est dans cette logique institutionnelle qui est prévue par la Constitution, et on se rend compte que finalement ça ne mène à rien. Ça n'a pas de contenu. Kamel ? Oui, ce que je peux dire, un plan d'action, pour revenir, vous avez parlé du programme du président de la République, ça a été concocté en février 2014, parce qu'il y avait une situation économique différente, parce que la crise n'était pas encore aiguë comme aujourd'hui. Mais ce qu'on retient du plan d'action, il est un segment de tout le programme. C'est-à-dire, on occulte, on laisse de côté toutes les ambitions qu'il y avait pour se concentrer sur ce qui est le plus urgent ou le plus inévitable, comme la poursuite de la construction de la mosquée d'Alger, la poursuite des programmes du BTPH, probablement régler quelques entreprises, régler les situations de quelques entreprises en difficulté. Mais il y a une nouveauté, c'est ce discours, ce langage vis-à-vis des acquis sociaux en termes de subventions. Justement, là, on est en train de remettre, de presque dire que la politique suivie jusque-là, en dépit, on l'a retardée en matière de subventions. Probablement que cette fois-ci, le gouvernement va trancher une fois pour toutes, et on revient aux propositions faites par Shakib Khalil, qui avait déjà parlé de ça récemment, c'est-à-dire lors de cette tournée ou des interventions avec la presse. C'est pas certain, mais on va en parler. Alors mêmes axes, même grande ligne, pas de chiffres ni d'échéanciers. C'est ce que résume Khdal Ben Khalef hier, le député, l'ancien bras droit de Jabala, aujourd'hui toujours islamiste, à la tête de 3 formations politiques. Vous l'avez lu? Qu'est-ce que vous en pensez, Abd? Écoute, d'abord je le situe dans un plan qui est un peu plus général dans le contexte politique d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une série de proclamations d'intention de la part d'un gouvernement qui va faire ce qu'il peut, pas ce qu'il veut. Parce que de toute façon, ce qu'il veut, on ne le sait pas. Ça devrait être contenu dans un programme politique, celui du président de la République. Le programme du président de la République, Kamel Mansari l'a dit, il a été concocté. J'aime bien le mot, c'est pas le président qui l'a fait. Le président n'était pas en état de le faire. Déjà en 2014. Donc on a rédigé un texte qui est supposé être un programme du président de la République. On en a oublié les contours, à part quelques phrases qui sont assez vagues, diversifier l'économie, maintenir la solidarité sociale, etc. Bon, c'est des mots creux. Concrètement, dans une situation de retournement économique comme on le subit, comment ça va se traduire? Personne ne le sait. Il y a eu quelques illusions pendant les 2 années qui se sont écoulées. Les 3 années qu'on a perdues, en fait. On a perdu 3 années depuis le retournement du prix du pétrole. Il y a eu quelques illusions, nouveau modèle économique, task force, subventions ciblées, etc. Mais concrètement, il n'y a absolument rien. Le nouveau gouvernement, avant même qu'il ne présente son plan d'action devant l'Assemblée, il était obligé de trancher sur un certain nombre de questions. C'est-à-dire que l'actualité le force à faire certaines choses. La crise du BTP, c'est quand même, si je reprends le chiffre, c'est à peu près 1,2 milliard de dollars qui ont été débloqués. C'est 120 milliards de dinars débloqués pour des entreprises qui ont fait qui ont mené des chantiers
et qui n'ont pas été payés. Et donc là, on va rattraper, on va gérer les urgences. Et voilà, le gouvernement n'a pas de marge, il est contraint à ça. Ces entreprises-là, on va les payer, mais il n'y aura plus de plan charge. Elles n'ont plus de plan charge. C'est-à-dire, on les paye, mais l'avenir est incertain pour elles. C'est-à-dire, elles vont être payées parce qu'elles ont accompli, mais l'avenir, il n'y a plus de plan, plus les chantiers sont à l'arrêt. Ça, c'est un des chantiers de toute façon qui va être mis en avant. Mais pour revenir un petit peu à cette déclaration, parce que c'est une espèce de déclaration de politique générale finalement. Est-ce que c'est normal, parce qu'après tout, c'est un nouveau gouvernement, même si Tebboune, on sait qu'il est là depuis très longtemps. C'est une nouvelle assemblée. C'est quoi? C'est un peu normal qu'il n'y ait pas de chiffres, qu'il n'y ait pas d'échéancier peut-être pour une première intervention comme celle-là devant l'Assemblée. Enfin, j'essaie de lui donner du crédit, mais je vous pose la question. Normalement, une nouvelle Assemblée. Le jour de sa nomination, il avait fait une déclaration qui m'a semblé qui nous disait ce qu'il va faire. Il avait clairement dit que ça sera le secteur du bâtiment et tout le front social. L'axe de sa politique, de son programme est limité à ces deux segments. Il a certes parlé d'industrie, sans donner véritablement de quoi il s'agit. Est-ce qu'il va continuer sur la même lancée de son prédécesseur ou pas, ou bien autre chose? On ne le sait pas. Mais ce qu'on sait, le tête de chapitre de sa stratégie, enfin de son plan d'action, ces deux segments-là. On n'a pas entendu parler de l'agriculture, on n'a pas entendu parler du tourisme. On n'est pas allé dans le détail, dans les grandes donc lignes. Moi, mon sentiment, c'est on va poursuivre, on va pas tout faire, parce qu'on n'a pas les moyens, on va se concentrer sur ces chantiers-là, parce qu'ils sont urgents, donc, parce que ça a été demandé, exigé par le président de la République. Le président de la République n'est pas si absent que cela. N'est pas si absent que cela, parce que l'action du gouvernement, y compris dans les politiques d'ajustement, face à la chute des prix du pétrole, elle est conduite dans un contexte qui est contraint par des lignes rouges tracées par le président de la République. Elles sont toujours là. Le président de la République ne veut pas d'endettement extérieur. Il le répète tout le temps enfin, il le répète pas lui-même, mais on est resté, le FMI s'en est plein. Dire, il y a une capacité de lever de l'argent à l'international. Oui. C'est pas normal de le refuser, parce qu'en fait, quand on le refuse, on va renier d'autres équilibres. Le président de la République veut pas relâcher sur le 49-51. Le président de la République ne veut pas reprendre des privatisations. Ce sont des choses qu'il a décidé d'arrêter. Et l'action du gouvernement, quand on se réfère au président de la République, quelque part, on admet ce magistère qui continue à s'exercer. Donc voilà. Après, évidemment, on va pas chiffrer, parce que chiffrer, ça signifie être interpellé sur les résultats, sur l'échéancier, etc. Et on sait que c'est exactement le genre de choses qu'on ne maîtrise pas en Algérie. Oui, il faut pas non plus oublier que dans les mécanismes constitutionnels qui sont là, le Premier ministre n'a pas de compte à rendre. Il n'a pas de compte à rendre ni aux citoyens, ni au Parlement. Il a des comptes à rendre au président de la République. C'est lui qui le nomme. C'est non seulement prévu par la Constitution, mais c'est encore renforcé par la pratique politique ou la pratique institutionnelle en Algérie. Monsieur Sellel est parti après 5 années à la tête du gouvernement. Il est rentré chez lui tranquillement. Il ne rend de compte à personne. Donc, comme tous ceux qui l'ont précédé. Il n'est pas tenu, dans ce type de situation, on n'est pas tenu par des résultats. En plus, j'ajouterais que M. Tebboune l'impression que ça donne, c'est qu'il est dans un engrenage. Il y a un certain nombre de chantiers, de projets qui ont été engagés. Et qu'on pensait qu'on allait, on pouvait aller à ce rythme pendant un certain temps, et là, il n'y a plus d'argent. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On gère les chantiers qui sont là. Mais ces chantiers qui sont là, même si on n'engage pas de nouveaux chantiers, en fait, il y a des chantiers qui sont là pour 5 ans, pour 10 ans. Le programme du logement, si on le termine dans 10 ans, ça serait parfait. Et donc, les impératifs qu'implique ce programme de logement qui est déjà engagé va faire en sorte que le gouvernement va gérer le présent, va gérer les contraintes telles qu'elles se présentent. On a parlé par exemple du grand port du centre. Il n'est même pas engagé. Et donc, si on s'y engage, c'est un projet qui va impliquer des budgets, de l'emploi, de l'investissement, etc.
et on sera contraint de gérer les choses en fonction de ça. Il n'y a pas de marge. Dans le discours de Tebboune, on peut se référer à son discours hier. Tout va bien, peut-être pas, mais il est confiant. Il dit que l'Algérie est toujours debout, que voilà, qu'économiquement finalement c'est pas si grave que ça, qu'on peut gérer. Est-ce que c'est un discours normal, c'est-à-dire que l'on retrouverait dans n'importe quel pays qui s'adresserait qu'un politique adresserait à des députés, ou est-ce que c'est réellement un discours par rapport à la situation économique? Il fait de la pédagogie, c'est-à-dire il peut pas être alarmiste comme tous ses prédécesseurs. Mais il pourrait, on est allé très loin dans le discours pour l'instant. Aujourd'hui, on est arrivé à dire on est en crise. Non, il a dit deux choses. Il a dit qu'il faut, pratiquement on peut les traduire d'une manière très simple. Il y aura des larmes, ça on aura toujours mal. Et il y aura aussi les difficultés continueront, on peut résumer, mais toujours est-il que il nie pas les réalités, ça c'est sûr. Mais il a compris que c'est pas lui, peut-être que c'est parce que c'est dicté par le chef de l'État, que le front social il ne jouera pas. C'est-à-dire que tout sauf le front social. C'est-à-dire quand je dis le front social, je parle du programme de logement bien évidemment, le BTPH comme je l'ai signalé au départ. Ça pourrait, ça constitue la colonne vertébrale de son programme. C'est de là que c'est là sa réussite. C'est-à-dire s'il réussit à faire aboutir tous les chantiers en suspens ou en attente, en souffrance ou qui vont être lancés, parce qu'il a dit, il faudrait remarquer que il avait annoncé que certains chantiers qui étaient en suspens ou à l'arrêt, il va les reprendre. Donc ça, c'est quelque chose qui nous dicte, qui nous démontre que son orientation de son gouvernement va aller dans ce sens-là. On n'entend pas autre chose. On a oublié qu'on n'entend pas autre chose. On n'a pas jusqu'à présent une vision. Vous avez parlé de chiffres parce que c'est un risque à prendre, parler de chiffres. On avait annoncé en 2000, on va faire 1 million de logements. Je ne sais pas la comptabilité de combien on en est où. Ça, personne ne le sait. La politique du chiffre a été vraiment un piège. Ils sont assez positifs pour un piège. Non, c'est-à-dire qu'il y a eu des réalisations quand même, on va pas le nier. Sauf que cette fois, avec les moyens du bord, Tebboune a décidé bien lui ou pas lui, d'aller vers l'essentiel, c'est-à-dire là où il peut jouer, là où il a la compétence, il a la compétence, il a les appuis, il a en plus l'argent qui reste. Donc, d'ailleurs, même dans le plan d'action, on voit bien que voici là où elle va être sa stratégie. Sa stratégie, c'est dans son programme. Mais ailleurs, on n'en sait rien. C'est-à-dire comment faire? Est-ce qu'on va parler de gros investissements dans les énergies renouvelables? Qu'en est-il du chantier du schiste? Et qu'en est-il des autres chantiers dont il nous a parlé? On a entendu qu'on va relancer l'investissement dans le pétrole de schiste. Ça aurait été intéressant. Oui. La question c'était est-ce que Abdelmadjid Tebboune fait bien de continuer à parler comme celle-là en rassurant les Algériens et en disant ça tout de même ça va bien. Les futurs bailleurs de fonds de l'Algérie, représentés par le FMI, ont fait savoir dans le rapport que je vais citer visiblement plusieurs fois aujourd'hui, de mars dernier, adopté par le conseil d'administration du FMI le 26 mai dernier, ils disent le gouvernement algérien devrait changer de discours vis-à-vis de la population et faire la pédagogie de l'austérité, la pédagogie de l'ajustement, parce qu'on y arrive. Et dans le rapport, la position du gouvernement algérien est évoquée. Le gouvernement algérien se pose la question de savoir, il sait qu'il faut ajuster, il ne faut pas le faire trop vite, parce que on risque d'avoir des tensions qui bloquent ensuite l'ajustement, et il ne faut pas le faire trop lentement, parce que si on le fait trop lentement, à la fin du cycle, on va se trouver dans une situation comme celle de 94, où l'ajustement se fera de manière brutale. Où se situe Tebboune dans cette allure, sa façon de parler, laisse entendre qu'il restera encore lent, puisqu'il trouve que la situation il a utilisé le terme acceptable. Oui. Abed, un mot là-dessus? Oui, pas uniquement un mot, mais en fait, on a 3 agendas. 3 agendas qui sont là. Il y a, on peut parler de l'agenda du FMI. C'est un agenda qui vise, on va dire, pour caricaturer un petit peu, intégrer l'économie algérienne dans l'économie mondiale. Donc, au profit de forces politiques ou là économiques ou là, chacun peut conclure ce qu'il veut. Mais c'est un agenda. Il y a un agenda qu'on pourrait
imputer à l'Algérie. Qu'est-ce qui serait bien pour l'Algérie? Il y a des consensus qui sont en train d'émerger. C'est diversifier l'économie, c'est assurer un équilibre de la balance commerciale, de la balance des paiements, sans que ça soit trop dépendant des hydrocarbures. C'est, enfin, une relance industrielle vigoureuse, mais alors à un rythme très élevé. Ça, c'est un agenda algérien. Et il y a l'agenda, le vrai, celui qui prime, celui que va suivre M. Tebboune. C'est l'agenda du pouvoir. Et le pouvoir a un autre agenda. Cet agenda, c'est c'est aller à des élections locales de manière tranquille à la rentrée, donc à l'automne, et ensuite, on a à peu près 2 ans pour aller à l'élection présidentielle de 2019, donc préparer la succession dans les meilleures conditions possibles. C'est ça qui dicte l'action de M. Tebboune. Et pour le moment, comme la situation n'est pas claire, on ne sait pas dans quelle direction ça va aller, M. Tebboune est obligé de rester dans une espèce de consensus mou. Il ne peut aller dans aucune direction parce que n'importe quel cap qu'il prend peut avoir une signification politique sur la succession. Là, il prend un cap qui ne donne aucune idée sur la succession. Il est obligé de rester dans ce cap jusqu'à ce que la décision politique majeure, celle de 2019, se dessine. À ce moment-là, on pourra parler de programme et de plan d'action sérieux. Alors, il a peut-être pris un risque en disant, en déclarant, c'est un message fort, il me semble, que l'argent et la politique font pas bon ménage. Il en a parlé, c'est pas la première fois qu'il en parle. Qu'est-ce que vous en pensez? Il va s'attaquer à qui? L'argent, c'est l'argent, la politique, c'est l'État, c'est l'État, l'argent, c'est l'argent. On mélange pas tout. On sort d'une élection législative, qui a été totalement boudée par les Algériens. Il faut pas l'oublier. Encore plus boudée que d'habitude. Donc, la légitimité de cette élection est très entachée. J'imagine quand même qu'on s'est posé la question de savoir si les Algériens croyaient encore à l'action des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics, bon, c'est une période où il y a Chakib Khalil qui est revenu de l'étranger, où il y a, c'est en train de remonter toutes les affaires rattachées à Sellal et à son ministre de l'Industrie en particulier, Abdeslam Bouchouareb. Et donc tout le monde sait que on faisait des affaires tout le temps pendant cette dernière période où on commençait à demander aux Algériens de serrer la ceinture. Monsieur Tebboune a bien compris qu'il fallait parler de moralisation de la vie publique, qu'il fallait prendre certaines distances vis-à-vis du business, de l'argent, etc. Au moment où, et c'est ça qui est un peu délicat dans son action, au moment où, en fait, une partie de la solution passe par remettre l'entreprise publique privée au cœur de la croissance et enlever toutes les entraves, la distinction, les situations de rente en faveur du public, les situations de rente en faveur de certains privés, etc., etc. Donc, en fait, il devrait être un premier ministre pro-business pour relancer la croissance. En même temps, il doit garder une distance éthique vis-à-vis de l'argent, ce qui est possible. Ouais. Mais c'est toute la quadrature qui doit du cercle à laquelle il doit faire face. C'est un discours pour excuse-moi, c'est un discours pour se prémunir, pardon. À mon avis, c'est pour marquer une différence par rapport à l'ère Sellal. On n'a pas encore mesuré combien l'ère Sellal était une ère d'affairisme. Moi, je sais qu'on va encore en parler pendant très longtemps. Je ne sais pas, moi, je voudrais. Oui, Kamal. Quand j'entends Tebboune parler de moralisation de la vie publique, est-ce qu'il a les moyens de réaliser, de concrétiser ça? Est-ce qu'il n'est pas comme son prédécesseur? Est-ce qu'il a les coups des franches? Est-ce qu'il n'est pas un simple coordinateur au sein de ce gouvernement? On a bien compris, on a bien vu que entre le ministre et au sein du gouvernement, certains faisaient ce qu'ils voulaient. Il y avait des gouvernements au sein du gouvernement. Et de l'animosité. Donc, il y a, là, est-ce que ce phénomène-là va disparaître avec Tebboune, tout d'abord? C'est-à-dire, est-ce qu'il aura l'emprise et la même mise de toute son équipe? Il contrôle tout. Personne ne lui échappe pour faire ce qu'il veut. Là, c'est important. La cohésion au sein du gouvernement. Pour pouvoir parler de moralisation de la vie politique et pour, en plus, pouvoir éloigner l'influence ou les contingences de l'argent.
Ça, c'est d'un côté. C'est vrai que les législatives ont démontré que ceux qui avaient de l'argent ont pu venir s'installer dans l'hémicycle parlementaire avec une aisance incroyable. Ça, il peut Donc et en plus dans un pays où le parti le plus fort a été le parti des bulletins nuls, 2 millions de voix, c'est incroyable. Donc il y a ce jeu-là, ces questionnements-là qu'il faut soulever. S'il a les moyens de sa politique, ok. Mais si on revient à dire que ce n'est qu'un simple exécutant, il est là pour exécuter le programme du président de la République, il fait ce que le président de la République lui demande de faire, il est lié par une feuille de route et un agenda, il l'applique et puis au revoir. Là, c'est autre chose. Là, on est en train vraiment de dire que c'est une copie sui generis soft de son prédécesseur. Ouais. Il garantit au moins l'intégrité des responsables publics. Ça, c'est lui qui le dit dans son plan d'action. C'est-à-dire, désolé, juste une chose. Quel sera le rapport, par exemple, entre lui et le FCE? Tous les gens qui ont de l'argent, quel sera le rapport? Ça, c'est important. Est-ce qu'ils vont influencer sa politique? Non, pas. Donc, ces questions-là, il faut les soulever. Oui. Ahmed. C'est une phrase qui ne coûte rien et qui peut rapporter auprès de l'opinion. On peut dire ça. On peut, en positivant énormément, dire que au cœur du pouvoir, on a commencé à sentir le poids de l'argent, donc on veut mettre une limite et on a dit à M. Tebboune d'essayer de mettre une barrière. Mais fondamentalement, la marge de M. Tebboune est extrêmement réduite. La seule chose positive, à mon avis, si elle est positive, c'est que je pense qu'il peut assurer une certaine cohérence dans le gouvernement. C'est pas parce qu'il est très fort ou parce qu'il a un projet, c'est parce que le gouvernement est constitué de gens sans envergure. C'est désolé, mais c'est des fonctionnaires qui sont là, donc on n'arrive même pas à retenir le nom de beaucoup d'entre eux. Donc ça c'est aussi une opération de communication vis-à-vis des Algériens après toute cette période qui est passée. Mais fondamentalement, Monsieur Tebboune n'a pas les moyens institutionnels d'imposer d'imposer une ligne. Il n'a pas les moyens institutionnels pour ça. La deuxième chose, c'est que dans le pays, le pouvoir informel est devenu tellement important que même si le gouvernement réussit dans les sphères formelles qu'il contrôle, même s'il réussit à imposer des lignes de conduite, le reste de l'économie qui navigue dans l'informel va peser d'un poids énorme et donc il va l'engloutir. On n'a plus beaucoup de temps. On va essayer de terminer sur les deux aspects qui me semblent importants, l'histoire des subventions. On a dit, ou le président encore a rappelé, enfin ça date pas, ça date pas d'aujourd'hui. Autant de celles déjà on disait que les subventions allaient à ceux qui en avaient le plus besoin. N'empêche, les acquis sociaux sont préservés, même consolidés dans le texte. Et puis un mot peut-être sur la relance économique. Ensuite on va enchaîner. D'après vous, comment est-ce que les choses vont évoluer avec lui? Sur les subventions, je pense que la marge de manœuvre elle est pas très, elle est pas aussi importante que cela. Moi, j'ai eu le plaisir de recevoir à nouveau Monsieur Nordine Bouderbal hier à Radio M, spécialiste des questions sociales, très documenté, très précis, après des chiffres. Déjà, il montre que 71% des subventions en Algérie sont déjà ciblées et soumises à des catégories, à des critères de revenus, à des critères de situation sociale, ce qui est démontrable. Le reste, il faut voir. En fait, la marge de manœuvre sur les subventions, c'est surtout les subventions implicites, celles qui ne sont pas budgétisées. Elles touchent en général l'eau, Abed connaît bien le problème, l'électricité, le gaz et les carburants sur lesquels la marge reste importante. Je pense que c'est de ce côté-là que les lignes vont peut-être continuer à bouger. Sur les produits alimentaires, même s'il y a une certaine catégorie de produits sur lesquels il est peut-être possible de faire quelque chose, il ne faut pas s'attendre à ce que il y ait un changement fondamental. Sur la question de la croissance, en fait, et du modèle économique, Abed a dit tout à l'heure quelque chose, j'ai évité de dire que j'étais pas d'accord de but en blanc. On peut pas dire que sur les trois dernières années, on était toutes perdues. On a perdu 2014, on n'a pas réagi. 2015, la loi de finances n'a pas réagi à la chute du prix du pétrole. Mais à partir de 2016, il y a eu un coup de frein sur les dépenses. Oui. Il y a eu un très gros coup de frein. Et en 2017, il s'est poursuivi et il a touché en particulier le budget de l'équipement. C'est pour ça qu'il y a ce mois de Ramadan était émaillé par les incidents de non-paiement et des chefs d'entreprise du bâtiment. C'est quoi cette démarche rénovée dont il parle, justement, à propos du budget?
là où j'attends, moi, monsieur Tebboune, une inflexion par rapport au gouvernement précédent, là où j'attends une inflexion, c'est peut-être d'avoir sa petite musique à lui concernant la conduite de l'ajustement. On fait marcher en 2 mots, j'ouvre une parenthèse. Oui. On fait marcher l'ajustement avec 2 leviers. L'un est budgétaire. On réduit beaucoup les dépenses. L'autre, dans la relation au reste du monde, est monétaire. On lâche le dinar. On laisse le dinar baisser. Et on s'appauvrit automatiquement parce que le dinar va être dévalué par rapport aux autres monnaies avec lesquelles nous traitons. Ce qui s'est passé au début, c'est que la Banque d'Algérie a utilisé plus le dinar pendant que le gouvernement Sellal était plus ou moins à l'arrêt. L'Arsassi est parti, il y en a qui disent qu'elle est partie à cause de ça. Monsieur Loukal est arrivé, depuis une année, le dinar n'a pas bougé. Le dinar versus euro, notamment, mais aussi versus dollar, et il n'a pas bougé. Aujourd'hui, le FMI fait observer au gouvernement algérien qu'il est allé trop loin dans la réduction et de l'utilisation du levier budgétaire. Il a trop réduit. Et il risque d'hypothéquer la croissance, et de créer du chômage et de créer des complications. Et il invite le gouvernement algérien à faire marcher sa politique d'ajustement sur les 2 pieds. Un peu de budgétaire, un peu de dévaluation du dinar. La dévaluation du dinar s'est arrêtée. Il faut s'attendre, si M. Tebboune veut poursuivre, comme il l'a dit, et ne pas ralentir autant le programme d'infrastructure et de BTPH, il sera obligé d'inviter les autres parties dans le jeu et dans la délibération à reprendre l'ajustement par le dinar. Oui. C'est ça que je vais regarder et observer les semaines et les mois qui viennent. Là, ce qu'on peut dire, c'est que si M. Laksassi était resté à la Banque centrale, le gouvernement aurait résolu la moitié de ses problèmes. M. Laksassi était sur le chemin. Il voulait aller, il était dans une logique qui aurait permis au dinar d'aller à sa vraie valeur dans 5 ans, dans 10 ans. Donc c'est un glissement progressif, plus ou moins contrôlé, plus ou moins géré, plus ou moins négocié. Et ça aurait permis de régler beaucoup de problèmes, par exemple sur les importations. Ça aurait peut-être permis d'éviter les licences pour énormément de produits. En jouant sur la simple valeur du dinar, on aurait évité d'aller à des licences. Ceci dit, M. Tebboune, c'est vraiment, alors, sur ce point précis, c'est le moins bien placé pour aller sur ce terrain-là, parce que lui, dans sa formation, dans sa carrière, dans sa gestion, dans ses méthodes, dans tout ce qu'il a fait, c'est quelqu'un qui sait dépenser des budgets. C'est quelqu'un, ce n'est pas... Est-ce qu'il dépense bien ou mal? Il dépense très mal, très mal. Donc, et c'est pas quelqu'un qui sait faire un équilibre de budget. Trouver de l'argent pour dépenser. Ça, il sait pas faire du tout. Bien ça, on le sait. Bon, en tant que chef de gouvernement, peut-être qu'il sera contraint de changer, puisqu'apparemment, il a parlé c'est vrai qu'il a parlé, il va continuer à comment dirais-je, à financer les projets en cours. Mais à trouver de nouvelles ressources. Mais il y a autre chose qui m'intéresse pour poursuivre dans l'idée de SN en parlant de croissance. C'est-à-dire que moi, ce que j'observe, c'est-à-dire que, la consommation s'arrête, est en train de ralentir. C'est ça le plus important, parce qu'il y a réduction du budget. On a réduit les salaires, on n'augmente plus, on recrute plus, que ce soit chez le secteur privé ou public. Donc, les activités étant à l'arrêt, ou bien avec la peur de l'avenir, donc c'est ça, la consommation est en train de réduire, donc la croissance n'aura pas lieu. Et en plus, il y a un recul de l'épargne. C'est forcément, dans un pays où, dans une crise pareille, on peut plus épargner. Donc c'est pour ça qu'on est en train de parler à gauche et à droite des crédits à la consommation pour encourager le produit national et encourager, c'est-à-dire la roue économique, tu vois, pour qu'elle fonctionne, qu'elle ne soit pas grippée. Mais avec quoi? Du moment qu'on est en train de réduire les dépenses, c'est-à-dire qu'on n'encourage pas le citoyen, que ce soit dans le secteur public ou privé, va faire attention à ses dépenses. Peut-être qu'on aura de moins en moins d'Algériens qui iront en vacances, on aura de moins en moins d'Algériens qui consommeront large, mais maintenant, d'ailleurs, même les offres promotions au sein de toutes les entreprises pour encourager les Algériens à acheter à crédit, ils ne le font plus. C'est-à-dire même les banques ne jouent pas le jeu. C'est-à-dire, il y a ce recul-là qu'on avait observé, le phénomène qu'on avait observé dans les années 90, début 2000, a disparu parce que les gens ont peur. Il n'y a personne pour donner de l'argent, même pour vous prêter, on n'en a plus.
C'est ça, la vie d'une société se résume de la sorte. Et sur la question des subventions, on n'avait pas dit un mot, on termine là-dessus. Sur une phrase clé de M. Tebboune, quand il dit la situation est acceptable. Dans l'absolu, je serais d'accord avec lui. Un pays dans la situation de l'Algérie d'aujourd'hui, avec son potentiel, qui est ce qu'il est, avec ses réserves de change, dans l'absolu, la situation est acceptable. Maintenant, c'est que c'est pas une situation figée. Avec un gouvernement qui gérerait bien et qui mettrait en place des logiques d'investissement, une dynamique économique sérieuse, avec une bonne pédagogie, avec un minimum d'appui populaire, la situation est gérable. Le problème, c'est que tout ça n'est pas disponible, avec un poids terrible, celui de l'inefficacité totale des institutions. La subvention, on termine là-dessus. Quand on parle de la subvention, il faudrait ne pas oublier que les catégories démunies. C'est-à-dire que on a encore revenu sur cette carte nationale des gens dont le besoin d'un côté et de l'autre les secteurs. Faut-il revenir sur les subventions des produits de basse nécessité parce qu'on en parle. On voudrait éliminer les subventions, mais injecter, c'est-à-dire des primes ou des encouragements pour les bas salaires. C'est à cette logique-là que le gouvernement est en train de réfléchir. Ça a été proposé d'ailleurs par Cheikh Ibrahim. C'est pas un génie, pas une institution internationale. C'est pas le bon exemple. C'est pas un génie, mais c'est quand même, c'est dans l'air. Et quand c'est dans l'air, il faut pas l'oublier. Ce qui est en train de se faire en Tunisie pour les subventions. Moi, je fais le pari que c'est gérable. En supprimant une partie en rognant sur les subventions. C'est gérable. Moi, je fais le pari que c'est gérable à condition de faire en parallèle ce que font les Tunisiens. C'est la transparence, c'est lutter contre la corruption de manière sérieuse, c'est mettre des gens... C'est ça. Il l'a promis. L'exemple tunisien est intéressant. Il faut qu'il le fasse concrètement. Les Tunisiens, quand ils se sont retrouvés dans une situation d'impasse totale avec des troubles, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des types en prison. C'est des corrompus, on les met en prison. Ça te permet de supprimer 5%. Chaque personne de cette envergure-là en prison te permet de supprimer 2% des subventions. Bon, on va prendre une petite pause. Merci messieurs, vous restez avec nous. On revient tout de suite pour parler cette fois de l'Arabie Saoudite. Merci. Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Et c'est reparti avec vous pour un court moment. On va parler cette fois-ci de l'Arabie Saoudite. Le roi d'Arabie Saoudite qui nomme son fils, Ben Salman, nouveau prince héritier. Il remplace le neveu, Ben Nayef. Pour en parler d'abord avec toi, Kemal Mansari, oui. Parce que tu y as vécu, oui. L'Arabie Saoudite, pendant 4 ans, de 2010 à 2014. Alors, dis-nous un peu qui sont ces deux. D'abord, le nouveau prince héritier. C'est l'un des 12 garçons les 12 enfants du roi Salman. Hein. Il a 3 femmes. C'est sa seconde femme, mais c'est... Hein? C'est tout. Oui, attention, hein, le roi fondateur avait 14 femmes, le Abdelaziz, mais c'est pas parce qu'ils aiment les femmes qu'ils en prennent autant. Hein. Ils sont pas polygames par amour des femmes. C'est parce qu'ils veulent établir des alliances avec les tribus, donc ils sont obligés de prendre C'est la tactique de tous les rois et tous les princes parce qu'ils veulent se créer un pouvoir. Alors là, c'est l'une des raisons. Mohammed Ben Salman prend le pouvoir. C'est officiel. Donc, quand on dit prince héritier,
c'est pratiquement, on est déjà dans le trône. Et avec la maladie de son père, ça a été prévisible. D'ailleurs, on en parlait, il y avait, c'est les Émiratis qui ont vendu la mèche il y a quelques semaines. Il y avait une tweet qui a été lancée par Abdelaziz Al-Mazroui, qui est un proche du Mohammed Ben Zayed, qui avait lancé ce tweet-là en disant, en annonçant que Mohammed Salman allait devenir le prince héritier. Donc c'était prévisible. D'ailleurs, on a préparé, tout le monde dit, les analystes, que ce soit en Arabie Saoudite ou ailleurs, parlent de ce cinoche autour de l'affaire du Qatar. C'est pour préparer. Il a pour préparer la succession et pour évincer Mohammed Ben Naïf. Mohammed Ben Naïf. Un vote quand même. Oui, mais attention, pour la première fois, on le fait en l'absence du président du comité de la Bay'a, c'est-à-dire l'allégeance. Mesh'al est mort et n'a pas été remplacé. Sur 31 sur 34, alors que le véritable homme fort, c'est Prince Mesh'al, qui était très très puissant et qui avait déjà été en désaccord avec son frère Salman. Il l'aimait pas, donc il y a eu beaucoup de désaccords entre lui et lui. Prince Mesh'al était un homme d'affaires, très riche, beaucoup d'affaires en Turquie. Et en décédant, il n'a pas été remplacé. Pour le remplacer, pour arriver à ce point-là, parce que le père fondateur il y avait ce qu'on appelle la loi fondamentale du système en Arabie Saoudite, faisait en sorte que le successeur doit être de la lignée du père fondateur. Oui. C'est-à-dire après Salman, c'était Moghren, mais Moghren, il y a eu le premier coup d'État qui a été fait après la nomination, de la montée au puits de décès Abdallah. Salman est monté au trône, il a évincé Moghren qui était légitimement le successeur. Donc ils l'ont remplacé. Donc la lignée est terminée, donc on n'en parle plus. C'était le dernier, il avait 66 ans, le dernier qui devait prendre succéder, le dernier des rois issus de la lignée du roi Abdelaziz, le père fondateur, est terminé. C'est-à-dire on n'en a plus. Maintenant on part à la seconde étape, c'est les enfants. Donc les enfants, et lui il a choisi son fils. Oui. Mais comme comme Mohammed Ben Naïf était le véritable successeur après Salman, donc il a mis son fils. Mais son fils Mohammed est très faible, c'est pas un homme fort. Il n'a pas le charisme. On peut rappeler qu'il a 31 ans. Oui, il aura 32 ans au mois d'août prochain, Mohammed Ben Fahd. Très très jeune, c'est le plus jeune. Qui n'a pas de charisme, tu dis? Non, je parlais de Mohammed Ben Naïf. Ah, d'accord. L'autre, il est quand même, attention, Mohammed Ben Naïf, c'est pas un enfant de cœur, il est vraiment, c'est un battant et on lui prête beaucoup de férocité, entre guillemets, je ne sais pas dans quel sens. Ministre de l'Intérieur. C'est un va-t-en-guerre. Mohammed Ben Naïf, dont le père était l'ami intime de Bouteflika, il faut le rappeler, c'est quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds aux États-Unis, contrairement à ses frères Salman ou Sultan ou autres, ou Abdallah, jamais mis les pieds aux États-Unis. Quand il tombait malade, il allait en Suisse et pour faire sa convalescence, il venait en Algérie. C'est quelqu'un qui n'était pas en odeur de sainteté avec les Américains, contrairement à Salman, qui était proche de la famille Bush, lui et son frère Salman. Bon, je sais qu'il y a trop de détails là-dessus. Peut-être que les gens qui suivent pas l'affaire saoudienne, ça peut leur échapper. Mais toujours est-il que le pouvoir actuel, il est 100% pro-américain. Quand je dis pro-américain, c'est-à-dire que l'information a été déjà diffusée par Trump, qu'il va y avoir une succession. Lui aussi, il a vendu la mèche. Et lorsqu'il est venu en Arabie Saoudite, dernièrement, on lui a offert des contrats de 400 milliards de dollars, qui est le double du budget de l'Arabie Saoudite de 2017. Donc, voyez-vous, donc, on a acheté le silence d'un puissant pour pouvoir arriver à concrétiser ce coup d'État. Je dis bien que c'est un coup d'État justement, c'est un coup d'État. C'est le titre de Maghreb Émergent, Saïd Jafar, a titré. C'est un coup d'État parce qu'on a modifié l'article 5 de la loi fondamentale du système. Qu'est-ce qu'on a fait? On a amendé, on a ajouté une phrase qui dit que le successeur ne doit pas être nécessairement le fils l'un des fils du père fondateur, donc on peut passer à autre chose. Donc cette phrase-là a été ajoutée, donc on peut mettre en place cette opération de succession destinée à Mohammed Ben Salman. Et attention, avant ça, on a préparé le terrain. Donc tous les frères issus de la deuxième femme, je dis bien la deuxième femme qui est Fahda, la deuxième femme c'est-à-dire les frères proches, parce qu'il a 3 femmes, comme je vous ai dit, donc la deuxième femme, tous ont pris des postes clés. Que ce soit au ministère de l'Intérieur, dont des conseillers, à la présidence au Diwan, enfin le palais royal, la même chose. Ils sont des conseillers, ils sont au ministère de l'Intérieur. Le seul qui n'a pas été évincé, mais ça viendra,
C'est Moutab, le fils de Abdallah, qui est de la garde nationale, mais ça ne sera tardé, et je pense, moi je m'y attends, beaucoup de gens s'y attendent, le roi va abdiquer et laisser le pouvoir dans les prochains jours à son fils. Il faut pas faire de lien avec ce qui se passe au Qatar aujourd'hui, cette succession il faut faire le lien qu'on peut faire. Oui. Le lien qu'on peut faire, c'est qu'il y a une tendance à la prise du pouvoir par les jeunes, qui n'est pas heureuse, malheureusement. C'est-à-dire que les anciens ont du mal à moderniser leur État, à moderniser la gouvernance de leur État. On voit ce que ça donne en Arabie Saoudite, c'est pitoyable. Mais les jeunes qui sont préparés pour succéder sont d'une certaine façon immatures. Moi, j'ai essayé de m'informer un petit peu sur ce qui s'est passé au Qatar. Pourquoi le Qatar a-t-il pu se laisser arriver à une situation où il arrive à l'embargo? C'est quand même un échec, même si on peut, la dernière fois on était assez d'accord, Abd et moi, pour dire que c'était quand même le Qatar qui était victime dans ce qui est arrivé. Mais en termes de diplomatie et de prévention et d'anticipation, c'est quand même une erreur politique grave que d'en être arrivé avec des pairs dans le Conseil régional du Golfe. Eh ben, il y a deux points de vue qui s'expriment, qui vont dans le même sens, qui disent que le successeur du prince de l'émir de Qatar, son fils, le fils de Hamad, celui qui est aux affaires aujourd'hui, Cheikh Tamim, a été maladroit dans ça. Il a poussé la diplomatie au-delà des limites convenues d'un État, d'un petit État, et il a fait des erreurs. Il n'a pas écouté, il n'a pas su écouter. Ce que est en train de reproduire très largement Mohammed Salman, le nouvel homme fort de l'Arabie Saoudite aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'a pas l'expérience politique, c'est quelqu'un qui pense qu'il peut ratatiner le Yémen et qui va donc essayer d'embaucher tout le monde pour terminer le travail, qui pense qu'il peut isoler le Qatar, qui pense qu'il peut contrer par la force l'Iran, et donc il est dans une démarche, à mon avis, sur le plan politique, qui est relativement suicidaire. Tout ça pour prendre des positions en interne, parce que ça correspond pas toujours nécessairement à ses convictions, mais pour prendre des positions en interne. Donc, ma conclusion, le système de gouvernance par succession au profit des jeunes, c'est un peu la loterie. Oui, la guerre au Yémen, c'est lui. Mais on dit aussi que l'Arabie Saoudite aujourd'hui veut rompre avec la politique, avec une politique régionale assez molle. Donc, de ce point de vue-là, une jeunesse, mais de manière plus large, je pense qu'il faut regarder les choses sous différents angles. Et l'un des angles qui me semble le plus important, c'est que l'Arabie Saoudite est gérée jusqu'à aujourd'hui selon des mécanismes hérités du père fondateur de ce pays. Donc, elle était régie selon les règles du passé. Aujourd'hui, le pouvoir passe entre les mains des petits-fils donc de celui qui a fondé ce royaume. Et ces gens-là ne se tournent plus vers le XXe siècle, ils se tournent vers la fin du XXIe siècle. C'est un changement de cap qui est énorme, c'est gigantesque. On va avoir, très probablement, si les choses se déroulent comme elles ont l'air de devoir se dérouler, l'Arabie Saoudite va avoir un roi qui a la trentaine et donc qui va diriger son pays pendant le demi-siècle qui vient. C'est de nouvelles générations qui vont venir. Ces nouvelles générations ont de nouvelles ambitions, un nouveau regard sur le monde. L'Arabie Saoudite jusque-là, c'était du pétrole, du wahhabisme, c'était un certain nombre de choses. Elle a eu son influence. Bonne ou mauvaise, c'est pas important. C'est important, mais c'était géré d'une certaine manière. Aujourd'hui, c'est un autre cap qui se dessine. Il va y avoir, dans cet engrenage-là, sur les 10 ans qui viennent, il faut probablement s'attendre à un rajeunissement dans toutes les sphères du pouvoir. Les gens qui dirigent l'Arabie Saoudite aujourd'hui, contrairement à ce qu'on croit, vous avez avec la famille royale, même les gens de la famille royale, ce sont des gens qui ont fait des études très poussées, etc. Mais l'Arabie Saoudite, c'est un pays qui a 10 000 étudiants par an dans les meilleures universités du monde. Donc, le personnel est là et il existe. Comment ils veulent se situer dans la région? Comment ils veulent s'imposer comme puissance régionale face à l'Iran, face à Israël et face au petit Qatar? Si on admet cette logique, on peut considérer que le deal qui a été passé par le roi avec Roosevelt pendant la Seconde Guerre mondiale
ce deal a été remplacé par un deal passé par Trump, avec Trump dans cette visite. C'était la première visite de Trump à l'étranger. Donc il a été probablement informé, les projets sont là, et donc les États-Unis hésitent. Il y a eu des déclarations qui sont pas très claires, des déclarations américaines qui sont pas très claires. Mais de toutes les façons, les Américains ont été informés. Donc cette logique que veut imposer ce nouveau roi, ce nouveau prince héritier qui va devenir roi, quelle est-elle? C'est quelqu'un qui veut privatiser l'Aramco. C'est insensé. Dans un pays comme l'Arabie Saoudite. C'est un pays qui considère l'Iran comme le premier ennemi. Ce n'est plus Israël le premier ennemi. Donc là, ce sont ces caps qui sont importants. Le reste, à la limite, c'est presque de la cuisine interne, mais elle n'est pas fondamentale dans l'action de l'Arabie Saoudite dans la région et dans le monde. Il avait déjà beaucoup de pouvoir, Kemal, il avait énormément de pouvoir. Qu'est-ce qu'il va en faire d'après toi? Et il va en avoir davantage encore. Tout d'abord, il faudrait rappeler qu'il a mis en place une stratégie qu'il appelle la vision d'Arabie Saoudite 2030. Donc là, il a donné des grandes lignes de ce que deviendra l'Arabie Saoudite. Il y a un recul par rapport, tout d'abord, à l'économie rentière. Donc il faudrait mettre en place une économie de services, parce que la plupart des étudiants, comme l'a signalé Abed, sont formés dans les trucs dans les économies, des activités de services. Donc il va y avoir une reconversion économique interne tout d'abord. Bon, c'est vrai qu'il a parlé de tabler sur les jeunes, mais ça reste un discours. Il y a beaucoup de cadres, enfin, il y a beaucoup d'hommes forts au sein de la famille royale. Il y a Mohammed Ben Fahd, qui était le prince de la province orientale. C'est quelqu'un de très fort. Il a du charisme, il a une vision, mais il a été écarté. Donc, on est en train de mettre des jeunes loups, mais on ne sait pas avec ces jeunes loups où ça va nous mener. Donc, c'est la seule chose qu'on peut dire, que pour, par exemple, Haaretz, pour Israël, on a vu aujourd'hui le titre sur Haaretz qui disent que le prince Mohammed est bon, is good for Israel. Ils l'ont dit, donc ils sont contents pour les États-Unis et pour Israël. Ils l'ont dit aujourd'hui, ils l'ont encensé, c'est quelqu'un de bien. Il y a eu des rapprochements israélo-saoudiens de plusieurs manières, mais c'est pas ça le plus important. C'est aussi qu'il va vraiment, d'après la vision, il faut la lire, il va tabler sur la femme, c'est-à-dire lui donner plus de liberté à la femme, parce que il pense que c'est l'un des fondements, l'un des terrains où il peut jouer. Ça veut dire titiller un petit peu les sentiments des femmes pour qu'il a leurs appuis, et en plus se débarrasser de l'influence des wahhabis, c'est-à-dire ce qu'on appelle le clergé religieux, parce qu'il est très puissant. Tous les rois qui ont précédé Salman ont joué avec y compris le fils Mohammed Ben Naïf. Ils ont tous joué avec ce qu'on les appelle moi je suis pas sûr. Je termine. C'est-à-dire que la police religieuse en Arabie Saoudite a été la création de Naïf, et tout le monde l'a laissé. La police religieuse, le Motawa, comme on les appelle, ça a été vraiment, elle a remplacé la police. Ils ont plus de pouvoir que lui, il voudrait se débarrasser de ça. Ça, ce sont les indications qui peuvent nous dire où va la politique de Mohammed Ben Fahd, Mohammed Ben Salman. Mais en plus, moi, pour revenir à la question qatari. Le Qatar est en train de dire, bon, il a peut-être fait des erreurs, mais je ne vois pas par rapport à les Émirats. L'un des pays qui est le plus proche de l'Iran, c'est les Émirats. Les échanges économiques sont très forts. La présence des sociétés iraniennes en Émirats sont plus importantes qu'en Qatar. Qatar, c'est pas, et en plus, les crises entre Qatar et l'Arabie Saoudite remontent à très loin. Il y a eu même une guerre. Bon, ça va être folklorique. Je vais vous donner le chiffre des morts en 92. Il y a eu une bataille, au sud, là. Il y a eu 3 morts. Donc ça va. Il y a eu Attends, je termine pour rappeler qu'il y a aussi l'accord signé entre Faisal et le Nixon. Il n'y a pas simplement Roosevelt en 1973 qui disait, qui faisait en sorte à ce que le dollar doit être converti, c'est-à-dire faire du pétrole la seule monnaie d'échange du dollar en contrepartie d'une protection américaine de l'Arabie Saoudite. Non, moi je suis pas du tout sûr que Mohammed Salman soit un roi, un futur roi. Il est pas encore devenu, il peut y avoir encore des évolutions, il peut être déchu, on ne sait pas. Maintenant, il est l'homme le plus indiqué en position de force pour le faire. Je suis pas sûr que ce soit un roi, parce qu'il est jeune, modernisateur.
Je suis pas sûr. Je dis ça va dépendre des alliances qui doivent avoir monté. De ce que je sais moi, de ce que j'ai lu notamment depuis hier soir, c'est quelqu'un qui a caressé dans le sens du poil le clergé wahhabite, notamment dans sa croisade contre le chiisme. Et c'est comme ça qu'il a pu se distinguer avec la politique considérée comme molle de Ibn Naïf par rapport on a dit qu'il était manipulateur aussi. Voilà. Hein. Donc comment il va construire, comment il va asseoir son pouvoir, ça peut passer par une alliance forte avec le clergé. On ne sait pas. Il peut se remettre à revendre du wahhabisme à l'international pendant un certain temps pour pouvoir asseoir sa position. Donc je dis effectivement parce qu'il est jeune, on a tendance à penser effectivement qu'il sera plus modernisateur, mais ça peut ne pas se faire comme ça. Non, oui. Il y a une chose, Salman est très malade. Salman est très malade, c'est une information importante, et depuis 6 mois ou plus, c'est Mohamed qui gère. Oui. Ça nous rappelle une situation d'un pays qui n'est pas très lointain. Moi, je ne miserai pas un baril de pétrole sur la modernité du nouveau roi, enfin du nouveau prince héritier. C'est ce qu'on a pu comprendre un peu dans ce que tu disais, Abed. Non, c'est une nouvelle génération. Ils sont jeunes, mais ça. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit le contraire. Non, c'est vrai. Je vais vous rappeler des choses qui sont très simples. Les pays arabes qui sont entrés dans le 21e siècle avec des dirigeants jeunes, c'est le Maroc, la Syrie et la Jordanie. Fiasco dans les 3 pays. L'âge n'est pas un critère. Taliba est très jeune. Il a l'âge de Macron. Donc on peut voter pour lui en 2019 si on veut voter pour les jeunes. Donc c'est pas un critère du tout. Ça fait rire personne. On attendait la contamination. Le prince héritier d'Arabie Saoudite, c'est un homme de pouvoir et je suppose qu'il a une vision pour son pays. Il veut installer cette génération où le pouvoir dont il est le représentant veut installer son pays comme la puissance régionale. Donc il a besoin de mettre de l'ordre dans la cour, c'est-à-dire le Yémen, Qatar, etc. Il faut que tout ce monde-là vienne en ordre quand il va discuter avec le reste du monde. Ça a commencé par le Yémen, ça va continuer avec le Qatar. Les autres, ils vont ensuite, ça va être donc la Syrie. Ils ont cassé la Syrie. L'Irak, on ne sait pas comment ça va évoluer. Et il est dans cette logique-là. Et il a compris que peut-être que c'est là le principal point positif. Ça va se jouer également sur le plan économique. Et je voudrais juste dire un point. On a une idée qui est extrêmement déformée sur l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite exporte pour 60-70 milliards de dollars de produits industriels. C'est énorme. C'est pas un pays qui vit uniquement du pétrole, et il est absurde de dire que quand le prix du pétrole baisse, ce pays est en crise. C'est faux. C'est complètement faux. Ce pays n'est pas en crise. Et il a une capacité qui est immense. Voilà. Je vais terminer juste une chose, de dire que c'est quelqu'un, l'avenir nous le dira, nous le confirmera, qui va créer beaucoup de tensions avec l'Iran. C'est l'homme que les Américains attendaient pour remettre en cause, je veux dire, l'administration Trump attendait pour remettre en cause l'accord nucléaire entre les États-Unis, entre l'Iran et les 6. Et les 6 pays, Oui, on verra comment les choses vont se dérouler. C'est passé très vite ce soir. La prochaine fois qu'on parle d'Arabie Saoudite, il faudrait que tu sois aux commandes, comme aujourd'hui. Bon, alors... Ça te va très bien, l'Arabie Saoudite. À bientôt, c'était un plaisir. Merci Kamel Mensari. Merci El Qadi Hassan. Merci Abed Sharaf. Je vous souhaite une très belle semaine. Et puis mercredi prochain, vous retrouverez à cette place ici même. Sahaïdkoum à tout le monde. Khaled Rani. Sahaïdkoum. À très bientôt. Au revoir. Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.
Radio M, le Café Presse, politique.